Salut tout le monde, c'est Amé de Otaku Manga Lounge. J'espère que vous allez bien. Désolée pour le petit retard, j'ai eu plein de problèmes techniques. Facebook avait pas l'air de super bien fonctionner ce soir. Fait que je suis super contente de vous retrouver. Ça fait bien longtemps que je vous ai pas parlé parce que j'étais aux îles de la Madeleine pour lancer notre cause. D'ailleurs, Nico, si tu nous regardes, on te fait des bisous de très loin, de Montréal. Et donc ce soir, notre thème de la soirée, c'est les coups de cœur insolites d'Otaku. Donc je vais vous présenter des séries connues ou moins connues, des fois vraiment pas connues, qui vont j'espère vous intriguer, des trucs qui sortent du cadre ordinaire de ce qu'on voit d'habitude ou qui sont tout simplement drôles ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à réagir, à me dire si vous connaissez ces séries, si vous les avez aimées, pas aimées. Salut Dominique. N'hésitez pas à poser des questions, c'est un live donc bien sûr je suis là pour répondre à toutes vos questions sur les mangas. Salut Romy. Alors, comme je vous ai dit, il y a plein de mangas, c'est tout pêle-mêle, il y en a pour les ados, les adultes, les enfants, il y a des trucs voilà, connus, pas connus, bizarres. C'est le thème de la soirée, c'est insolite. Salut Mathieu et à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, je commence par... Alors il y en a certains évidemment qu'on a déjà présenté dans les lives parce que c'est les coups de cœur du moment. Alors ceux qui nous suivent tout le temps, vous allez peut-être reconnaître des nouveautés, puis il y a des choses un peu moins nouvelles. Je vais commencer avec un shonen qui s'appelle Sky Wars. C'est un shonen d'aventure qu'on a beaucoup aimé parce que il met en scène en fait un royaume qui est constitué d'une île, tout simplement, et il n'y a pas de bateau et, pour pouvoir voyager en dehors de l'île, et le seul moyen c'est de voler, mais le fait de voler dans des avions est réservé à la noblesse et aux gens qui sont au pouvoir. Donc tous les habitants sont un petit peu prisonniers de cette île, mais c'est leur maison, puis ils sont très bien comme ça, mais notre héros, lui, a envie de voir du pays, a envie d'aventure, et son père, avant lui, était un aviateur reconnu dans le royaume, et donc il veut lui aussi, en fait son père a eu un accident, il est porté disparu depuis, et donc notre jeune héros va vouloir partir à l'aventure sur les traces de son papa. Ce qui est très sympa dans Sky Wars, c'est que nos personnages ne volent pas sur des avions, sur des dragons auxquels ils rajoutent des ailes artificielles. Et puis, alors ils les élèvent comme tout petits pour devenir leur monture ailée. Alors voilà, on le voit ici. Ah non, là c'est juste là c'est pas un dragon. En fait, c'est ça, il les élève tout petits, puis notre jeune héros récupère un bébé dragon qui est vraiment cute et qui va élever pour devenir sa monture, mais en toute illégalité, bien sûr. Salut Michel, merci de prendre des nouvelles. Merci, oui, effectivement, comme je disais, j'étais aux îles de la Madeleine pour lancer notre kiosque et c'était très très sympathique. On adore les îles de la Madeleine et s'il y a des gens de là-bas qui nous regardent, on leur fait un gros coucou. Alors donc ça c'est Sky Wars, shonen aventure, vraiment sympa, édité chez Casterman. Je continue avec quelque chose de très différent. On est en shonen également, même si on s'éloigne du shonen habituel. On est sur le style gothique, c'est Shadow House, sorti il y a très peu de temps. Shadow House, on est au tome 3 actuellement. La série n'est pas encore terminée. Puis ce qui est avec une prémisse assez originale. En fait, c'est un gothique mais très tranche de vie où on suit les habitants d'un manoir, la famille Shadow, qui n'a pas de visage. Et donc, pour que les gens à qui ils parlent puissent se rendre compte de quelles sont leurs émotions, de ce qu'ils veulent exprimer, eh bien, ils ont des espèces de doubles qui les accompagnent tout le temps. Et ces doubles, ce ne sont pas des humains, ce sont des poupées vivantes qu'ils ont fait à leur image. Hey, salut Nico. Je parlais des îles de la Madeleine, justement. Voilà notre libraire des îles de la Madeleine qui nous rejoint. Alors, donc dans Shadow House, notre héroïne est une de ces poupées vivantes qui va être le double d'une des jeunes filles qui composent la famille Shadow, donc Kate. Voilà un petit peu à quoi peuvent ressembler nos personnages. Et elle est censée singer de façon très exacte ce que Kate veut dire ou ressent ou fait comme mimique de visage, parce qu'elle la connaît très bien. Sauf que Emiliko est très maladroite. Ça se passe rarement bien, elle fait beaucoup de gaffes, elle a beaucoup de mal à retranscrire les émotions, puis en fait elle est juste très expressive et très
comment dire, impulsive, et donc elle veut plutôt elle veut plutôt faire ressentir aux gens ses émotions à elle, puis dire ce qu'elle a à dire elle, puis elle part tout le temps en fou, puis elle brise toujours tout dans la maison. Fait qu'il y a un côté très très humoristique, et puis un côté très très cute, avec cette petite poupée vraiment très sympathique. Hey, la team de Nakamate est très cool, salut! Alors, c'était Shadow House. Marie-Hélène, tu dis ça a l'air intéressant le manga. Je sais pas si tu parles de celui-ci, mais oui, effectivement, vraiment une super belle découverte. D'ailleurs, il est parti très très vite en boutique. On n'a même plus de tome 1 en ce moment. Si vous en voulez, n'hésitez pas à le commander. Je continue avec un autre shonen, un petit peu moins récent celui-ci, mais seulement 2 volumes sortis, donc quand même une série récente, s'appelle Mes voisins des esprits. Vous allez voir que le design est absolument incroyable, le cover est superbe. Mes voisins des esprits, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui va partir de chez ses parents pour ses études, parce que son école est comme loin, et donc elle loue une maison. Et elle est toute seule dans cette grande maison, puis elle va se rendre compte rapidement que la maison est hantée. Mais elle est hantée de gentils fantômes, hein. C'est des yokai, c'est des esprits, c'est des fantômes, mais qui pour la plupart lui veulent pas de mal. Pour la plupart ils ont raté leur vie sur Terre, quelle que soit leur forme et leur type. Et ils ont raté quelque chose pendant leur vie, et donc ils ne peuvent pas rejoindre appelons-le le paradis des esprits peut-être. Ils sont donc coincés dans cette maison. Alors la première apparition va être un petit peu effrayante, elle ressemble à ça, mais finalement ce yokai est très sympathique, puis il va se transformer en cette petite boule de poils qu'elle a sur les genoux qui est vraiment très cute. Et ensemble, elles vont faire équipe pour tout simplement aider nos esprits, nos yokai, à rejoindre leur paradis, à pouvoir s'envoler vers des jours meilleurs. Fait que c'est très très cute, c'est très épisodique, comme beaucoup de mangas gothiques de ce genre. Et c'est surtout, en fait, les dessins qui sont magnifiques. J'essaye de vous trouver des doubles pages. Voilà, j'ai une petite double page ici qui est très très belle. Que vraiment au niveau des graphismes c'est super, puis sinon au niveau de l'histoire ça fait vraiment penser à Spirited Away, c'est vraiment dans ce style là. Alors ça s'appelle Mes voisins des esprits, pour ceux qui connaîtraient la version anglophone c'est Ghostly Things. Je suis sur du shoujo un petit peu. Alors on a reçu récemment un one shot qui s'appelle Show Me Love, qui est vraiment très très cool. Avec le titre, on se dit ça va être un shoujo assez classique, Show Me Love, bon, une histoire d'amour. Mais en fait, cet élan d'amour, ce Show Me Love, il s'adresse à l'enfant. Tout simplement, notre jeune fille ici vit toute seule. Elle a pas la langue dans sa poche. Elle est c'est une battante, là. Elle est comme très affirmée, elle a un caractère de cochon, et elle se rend compte que son voisin, qui est un gars d'âge mûr, se révèle être un de ses professeurs, et il est divorcé. Il a la garde de son fils, Shota, qui est ici, il a la garde comme 1 semaine sur 2. Puis à chaque fois que son fils est là, il s'en occupe pas. Il n'a pas une bonne relation, il n'arrive pas à connecter avec son fils. Et elle va sympathiser avec ce petit garçon, et parce qu'elle va le garder, elle va faire du babysitting une soirée. Et donc elle va essayer d'influencer le père, qu'elle connaît aussi à l'école, puisque c'est son prof, pour essayer de faire en sorte qu'il renoue les liens avec son fils. C'est une super belle histoire. Il n'y a pas d'histoire d'amour dans ce shoujo. Mettons pas tous les shoujo dans le même panier. Et c'est vraiment super beau. Je vous montre un petit peu les dessins. Le style de dessin est très très épuré. On ne retrouvera pas de trame, pas d'artifice. Là, c'est comme vraiment centré sur essayer de faire le bonheur d'un enfant. Fait que très très beau shoujo one shot. Le one shot n'est pas dérangeant, l'histoire est suffisamment développée en un seul volume. Fait que Show Me Love. Très différent dans le style shoujo, c'est Sexy Cosplay Doll, où on en est au tome 4 actuellement, pas terminé. Alors, très original, c'est un shoujo sur le thème du cosplay, qui est aussi quand même sexy, quand même réservé à un public averti, comme son nom l'indique.
Mais ce qui est très cool, c'est que le héros est le gars dans cette histoire, et c'est un gars qui est très traditionnaliste. Son grand-père en fait fabrique, il a été élevé par son grand-père, et son grand-père fabrique des poupées traditionnelles japonaises en tissu, fait qu'il sait très bien faire tout ce qui est travaux manuels, la couture, le tricot, les choses comme ça, et lui-même fabrique ses poupées, mais il l'a jamais avoué à personne parce qu'il en a un petit peu honte, et il est secrètement amoureux, mais plutôt en admiration devant la fille la plus populaire de l'école, qui est super cute, mais qui elle aussi a une passion cachée. Elle est fan d'anime et de cosplay, sauf que elle sait, elle est vraiment pas douée de ses 10 doigts, et son rêve c'est de se fabriquer son cosplay, mais elle est complètement incapable de faire ça. Et donc le jour où ces deux personnages vont se rencontrer, ils vont se rendre compte que probablement ils pourraient faire de très belles choses ensemble. Fait qu'elle lui demande en fait de tout simplement de lui faire son cosplay pour participer à la prochaine mascarade, la prochaine convention où elle doit aller. Toute la partie technique cosplay est super intéressante. Puis toute l'histoire d'amour et la relation entre les deux personnages qui va se construire, toute la gêne, parce que notre personnage principal est un gars qui est hyper gêné, alors que elle paraît... Elle a aussi un caractère vraiment intéressant, où elle paraît très sûre d'elle, mais finalement, quand tu creuses un petit peu, il y a plein de choses qu'elle a à cacher derrière. Donc toute la relation entre les deux personnages est super bien travaillée, et nos deux personnages sont vraiment attachants. Alors je viens de voir une question où on me demandait si le shoujo était adapté pour les 11-12 ans. Je suppose que tu parlais de Show Me Love et non pas de Sexy Cosplay Doll. Si c'est le cas, oui, complètement, pour 11-12 ans, ça conviendrait tout à fait, aucun problème. Celui-ci, évidemment, disons 14 ans et plus, pour celui-ci. Benoît, tu as manqué le début. Bon, bah tu le reprendras en différé, alors. Je continue avec un autre shoujo qui a gagné pas mal de prix, ça s'appelle Running Girl. Je vais vous enlever... parce que le cover est super beau, fait que je vais vous enlever le bandeau promotionnel pour que vous le voyez mieux. Dani te demande Skywars, 11-12 ans, oui, sans problème. Tu es enseignant, au pire contacte-moi, je vais pouvoir te donner plein d'infos. Tu peux m'appeler ou m'écrire un courriel ou quoi que ce soit. On peut faire des collections aussi pour les écoles, ça y a pas de problème. Fait que Running Girl, je vous montre la couverture qui est super belle. C'est sur le handisport, donc le sport adapté aux personnes handicapées physiques. Et on suit une jeune fille qui a eu une maladie juvénile, une sorte de cancer, si je me rappelle bien. Et à la suite de ça, elle a dû être amputée d'une jambe. Elle a donc la jambe qui a été coupée en dessous du genou. Et donc au tout début, elle réapprend après son opération à marcher avec un physio. Et puis évidemment, elle apprend à faire le deuil de sa jambe. Je veux dire, elle a 16 ans, et on peut comprendre que ça doit être vraiment, vraiment difficile. Jusqu'au jour où elle va croiser la route d'un scientifique passionné de sport qui met au point des prothèses hyper évoluées, justement pour les personnes qui veulent se remettre au sport. Donc c'est comme des prothèses qui ressemblent à ça, là, qui donnent des jambes qui ressemblent à celles du guépard. Et soi-disant que, d'ailleurs, ils en parlent ici, qu'avec ça, un homme pourrait rivaliser avec un guépard à la course, ce qui est quand même assez sympa. Et donc, elle va se prendre de passion pour le sport, pour l'athlétisme, pour la course. Elle fait de la course de relais. Et elle va viser les Jeux Olympiques. Donc un shoujo de sport très très classique dans le déroulement des actions, mais par contre de parler de handisport, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Fait que très très cool, très très bien fait, je vous le conseille vraiment. Dominique me demande, est-ce que Radiant 14 est sorti? Oui, Radiant 14 est sorti, et Golden Kamuy 19. Corrigez-moi si je me trompe, il me semble que oui. Mais je sais plus, je suis perdue. Donc ça c'était Running Girl. Quelques seinen pour continuer. Alors j'ai ici Gichi-Gichi-kun. Alors là, le thème de la soirée c'est insolite, je vous le rappelle. Et ben là on peut pas faire plus insolite. Je vais le déballer parce qu'il faut quand même que vous voyez les dessins. Alors Gichi-Gichi-kun, c'est de Suehiro Maruo, que vous connaissez probablement pour ses œuvres horreur et eroguro. Et avec Gichi-Gichi-kun, il fait quelque chose de complètement différent. C'est une espèce de comédie
mais qui est tourné comme un manga d'horreur, si vous voulez. Un petit peu pour ceux qui auraient lu Le Journal des chats de Junji Ito, c'est vraiment ça, c'est une comédie avec une partie horrifique. Et donc, en fait, Gichi, c'est un petit garçon qui est capable de matérialiser des choses grâce à des pouvoirs spéciaux. Alors il va à l'école, il a une vie qui a l'air tout à fait normale, mais si un élève a fait quelque chose qui lui a pas plu, il va se venger de telle ou telle manière. Alors par exemple, il est capable de matérialiser l'ombre de la personne. Fait qu'un gars qu'il avait battu à un moment donné, il va comme se sneaker derrière lui, il va comme attacher son ombre avec des clous, et le gars pourra plus comme avancer parce que son ombre est attachée. Fait que c'est que des trucs complètement loufoques comme ça. Il fait comme des boules de neige bizarres, et puis il peut rendre les gens fous aussi, bien sûr. Il y a comme tout un aspect très très folie là derrière qui est quand même assez intense. En fait c'est vraiment un livre qu'on peut prendre au premier comme au second degré. Au premier degré c'est vraiment une comédie, mais si on creuse un petit peu, il y a tout un côté de psychologie et de folie humaine qui va ressortir, puis qui est super intéressant. Et voilà, il va pouvoir faire voir à une jeune fille qui a peur des araignées, il lui faire voir des araignées partout, etc. Donc voilà, c'est du Maruo, c'est comme d'habitude complètement déjanté, mais beaucoup moins horrifique que ce qu'il fait d'habitude. Ça fait partie de mes coups de cœur du moment. Autre coup de cœur, deux sorties de, si je me rappelle bien, début d'année. En fait, c'est pas du manga, c'est de la BD québécoise, mais c'est sur la thématique asiatique. Puis moi, tout ce qui est la thématique asiatique, j'adore ça. C'est notre Guy Delisle national qui avait sorti il y a quelques temps deux BD one-shot, Pyongyang et Shenzhen. Alors vous savez que Guy Delisle, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, ou qui a voyagé beaucoup, et qui raconte ses récits de voyage dans ses BD. Puis souvent, il raconte des trucs insolites qui lui sont arrivés. Alors, il est allé en Chine, à Shenzhen, pendant sous Mao, sous le gouvernement Mao, au moment où la Chine était complètement fermée, et même chose à Pyongyang, donc en Corée du Nord, on s'entend encore plus fermé, à une époque où personne n'y allait. Il faisait, en fait, il travaillait dans l'animation, et donc il voyageait pour ça. Et il raconte ses expériences dans ces pays communiste, complètement fermé à la société occidentale, où il était un des seuls, fait que c'est vraiment passionnant, puis avec évidemment le style Guy Delisle bien à lui. Pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément, je vous montre un petit peu les dessins. Alors évidemment c'est une BD québécoise, donc ça se lit dans le sens occidental et non pas dans le sens manga. Mais je vous encourage vivement à découvrir ces deux albums de Guy Delisle qui sont vraiment pas parmi ses plus connus. Ça c'est Shenzhen. Il y a comme plein d'anecdotes vraiment weird. C'est comme c'est complètement en dehors de tout ce qu'on pourrait imaginer. Je reviens un petit peu avec du shonen. Ah Michel, tu dis je les ai tous les deux, les anecdotes sont très drôles. Ouais, hein, c'est drôle, puis en même temps pas drôle, parce que t'es comme, quand tu réfléchis aux conséquences de tout ça, c'est comme complètement fou. Un petit peu de shonen. Un style isekai comédie, la petite faiseuse de livres qu'on a tous adoré ici parce que tout simplement ça rend hommage aux livres. Alors la petite faiseuse de livres, c'est donc un isekai, donc un personnage qui se réincarne dans un autre monde, et en fait au tout début de ce livre, notre personnage principal, elle est fan de livres, elle a une énorme bibliothèque plus grosse que la mienne. Et en fait, il y a un tremblement de terre et elle meurt écrasée sous le poids de ses livres et de sa bibliothèque dans la première page. Et au moment de mourir, elle fait le vœu de, si jamais la réincarnation existe, se réincarner en n'importe quoi, en autant qu'elle puisse lire. Et elle se réincarne en cette petite fille qui vient d'un monde médiéval, mais un monde médiéval très pauvre, où en fait les livres n'existent pratiquement pas parce qu'ils sont réservés aux riches et il n'y a rien d'écrit, tout se fait par oral, et donc plus elle cherche des livres et moins elle en trouve, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que le peu qui existe coûterait comme 4 ans de salaire genre. Et donc elle décide de fabriquer des livres par elle-même.
Sauf que oui, fabriquer des livres, certes, mais déjà il faut écrire l'histoire. Mais pour écrire l'histoire, il faut de l'encre, elle n'a pas d'encre. Pour faire un livre, il faut du papier, mais elle n'a pas de papier, alors elle décide d'apprendre à fabriquer du papier. Bref, c'est comme, on repart sur toute l'historique de comment ça se fait un livre. Puis, mais c'est vraiment fait à la manière d'un shonen de fantasy et un peu isekai, sans le côté romantique. Fait que c'est très très cute. Et j'aurais vraiment voulu, puisqu'on parle de livres, j'aurais vraiment voulu vous présenter ce soir Libraire jusqu'à l'os, mais j'en ai plus en stock. Ah, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des mangas pour Sword Art Online, War of Underworld? Non, non, j'en ai pas encore vu. Ça se peut que ce soit traduit. J'ai beaucoup de séries Sword Art Online, tu vois, elles sont juste derrière ici. Alors j'ai Anchorage, j'ai Progressive, Fairy Dance, Calibur, Mother's Rosario, Ordinal Scale, Girls Ops, Alternative Gun Online et Project Alicization. Ça fait beaucoup. Et j'ai aussi Phantom Bullet qui n'est pas ici mais qui existe. Mais par contre War of Underworld, non, je l'ai pas vu en manga encore. Je suis pas au courant si c'est prévu pour être traduit en français ou même fait en manga. Je saurais pas te dire malheureusement. Donc ça, je reviens sur ma thématique de livres. Il y en a un que je voulais vraiment vous montrer aujourd'hui, c'était comme mon objectif principal de la soirée, puis j'en ai plus en stock, fait que je peux pas vous le montrer, mais c'est Libraire jusqu'à l'os. Alors si vous en avez pas encore entendu parler et que vous êtes intéressé à savoir ce qui se passe dans notre vie quand vous n'êtes pas là, eh bien en fait Libraire jusqu'à l'os, ça se passe dans une librairie spécialisée en manga au Japon. Et notre libraire qui s'appelle Anda, qui a comme un skull face, débute dans cette librairie, connaît absolument rien au manga, et elle va nous raconter toutes les anecdotes de la vie en boutique. Et c'est complètement hilarant parce que ça ressemble trait pour trait à notre vie. Donc si vous voulez savoir ce qu'on vit tous les jours, eh ben, lisez le libraire jusqu'à l'os. Je voulais vraiment vous le montrer, je suis très déçue. Je continue avec un petit peu de sport. C'est très peu connu, c'est sorti il y a quelques temps, on en est au tome 4 à date, ça s'appelle Blizzard Axel. Et en fait c'est le premier manga de l'auteur de Seven Deadly Sins. Donc Nakabatsu Suzuki. Blizzard Axel, c'est un manga de sport sur le patinage artistique et on suit un jeune garçon qui n'a pas beaucoup de passion dans la vie, qui a aucune idée de ce qu'il veut faire. Il passe ses journées à se battre à la sortie de l'école, il fait pas grand chose de plus. Oh, allô Han, ça fait longtemps. Bienvenue, merci d'être là. Et donc notre héros qui s'appelle Fubuki, qui est donc un petit vaurien, un cancre à l'école et qui ne fait rien de sa vie. Un jour il va s'asseoir à l'aréna puis il regarde les patineurs s'entraîner et on lui propose d'aller essayer de patiner et il se dit je vais juste être vraiment mauvais parce que je suis jamais monté sur des patins à glace. Puis finalement il se révèle être comme un petit génie du patinage artistique. Donc un manga de sport très très classique, mais sur un sport qu'on voit pas souvent, le patinage artistique, à part avec Yuri on Ice il y a quelques temps. Et puis surtout c'est un auteur très connu qui a fait ça. Puis c'est très cool. Michel, tu demandes, il n'existe pas un animé. Je pense que tu parles probablement de Libraire jusqu'à l'os parce que je sais que j'ai un petit décalage avec vos commentaires. Oui, je crois que c'est sorti en animé, il me semble. Mais sous toute réserve. Alors je continue avec... pour ceux qui aiment tous les trucs des studios Ghibli et notamment Nausicaa, ce genre de production là. J'ai Drifting Dragons, sorti il y a quelques temps, on en est au tome 2, une très belle découverte, avec un petit bémol que je vais vous expliquer. Je vais revenir là-dessus. En fait, Drifting Dragons, donc, ça se passe dans un monde de fantasy où les dragons sont devenus une denrée rare et ils sont chassés pour leur viande tout simplement. Et on suit une gang de chasseurs de dragons, c'est leur business, c'est leur job, c'est avec ça qu'ils peuvent se nourrir et vivre. Ils ont des ballons, des gros ballons pour se déplacer et puis ils vont chasser le dragon. Au niveau du style de dessin et de l'ambiance, ça fait vraiment Ghibli. C'est très très bohème, hein. C'est vraiment super beau. Par contre, c'est quand même un peu sans pitié. C'est comme, il y a une maman dragon avec un bébé dragon, puis tant pis, on va shooter la maman pareil parce qu'on a besoin de manger, tu sais. Fait que ça ressemble à ça.
Et pourquoi il y a un petit bémol? C'est parce que j'ai un client qui me l'a fait remarquer, puis j'avais un peu le même sentiment, mais sans me l'être vraiment formulé. C'est que c'est un petit peu décalé dans une société où on nous dit faut manger de moins en moins de viande, d'avoir un truc qui est complètement fait sur la chasse au dragon et la viande. C'est un petit peu décalé. Mais en tout cas, c'est une super belle découverte. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Et le truc très cool et complètement insolite et décalé en relation avec notre thème du jour, c'est que à la fin des chapitres, alors je sais plus s'il y en a dans le tome 1, mais dans le tome 2, je suis plus sûre, oui, il y a des recettes pour bien cuisiner le dragon, un petit peu comme dans Glouton et Dragon, pour ceux qui connaissent ça. J'ai un commentaire que j'arrive pas bien à lire de Han, je suis désolée. Petit aparté, décès du mangaka Izumi Matsumoto, le père de Kimagure Orange Road. Oh, merci Han pour cette nouvelle, c'était vraiment... c'était un grand manga, et donc un grand mangaka. Tu vois, c'est toi qui me l'apprends. Merci, merci pour la nouvelle, je pense qu'on va publier ça. Fait que c'est ça. Très belle découverte, un peu à la Nausicaa, avec un côté plus sans pitié que Nausicaa, quoique Nausicaa est quand même violent de temps en temps, et un côté vraiment complètement décalé avec, alors là c'est le lagman à la viande de dragon. Me demandez pas ce qu'est un lagman, j'en ai aucune idée. Donc ça s'appelle Drifting Dragons. Je continue avec quelque chose de complètement différent, ça s'appelle Just Not Married, c'est un josei que nous on classifierait disons comme un seinen, donc ça serait plus aux adultes, mais de type comédie romantique. Et Just Not Married parce que on suit un couple qui sont ensemble depuis 9 ou 10 ans, mais ils ne se sont jamais mariés, ils ont fait ce choix, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Ils sont pas non plus contre le mariage, mais ils n'y ont jamais forcément pensé. Ils vivent leur vie, ils ont emménagé ensemble quand ils étaient étudiants en fait, puis ils ont juste continué à vivre de même. Le problème c'est qu'au Japon, c'est pas très bien vu de marier. Et donc ils vont faire face à des remarques, autant de leur famille proche que de leurs amis, que de leurs collègues de travail. Ben là, quand est-ce que tu te maries, puis quand est-ce que tu as des enfants, parce que tu sais, tu vieillis. Et donc ils essayent de convaincre tout le monde que ben, tu sais, c'est pas grave de pas se marier, c'est bien correct. Et en même temps, à côté de ça, en fait, ce qui est cool dans Just Not Married, c'est qu'on va suivre de temps en temps lui, puis de temps en temps elle. Le narrateur change en fait de chapitre en chapitre, puis on va revoir la même situation, mais vue avec un narrateur différent. Puis, il y a plein de petites situations cocasses, vraiment super mignonnes dans leur vie de couple. Mais on va se rendre compte rapidement qu'en fait, lui, il aimerait ça qu'elle le demande en mariage, puis elle aimerait ça qu'il le demande en mariage. Ils sont vraiment cute tous les deux parce qu'ils osent pas, puis ils pensent qu'ils ont fait leur déclaration de manière détournée, puis en fait l'autre a rien compris, juste strictement rien compris. Donc ça donne des situations vraiment cocasses avec des quiproquos. Donc c'est vraiment une comédie, c'est super drôle, c'est super rafraîchissant, les personnages sont vraiment intéressants, et en même temps ça parle d'un sujet qui est vraiment d'actualité avec la situation du mariage au Japon. Donc c'est Just Not Married. Alors, vous voulez du déjanté ce soir? J'en ai. Mon prochain s'appelle, c'est un one-shot, ça s'appelle Le patron est une copine, et c'est par Nagabe, qui est aussi l'auteur de L'enfant et le maudit. Nicolas, tu me demandes est-ce que c'est un one-shot? Je suppose que tu parles de Just Not Married. Non, c'est pas un one-shot, c'est une série. Il y a 2 volumes qui sont sortis à date, c'est pas encore terminé. Alors, je continue donc avec Le patron est une copine. Celui-ci est un one-shot pour le coup, par Nagabe. Alors là, on est dans le summum du complètement déjanté. On est sur un récit avec des personnages anthropomorphiques, mais pas des animaux, seulement des créatures imaginaires, des dragons, ou des... Il y a Fenrir, le loup légendaire, il y a comme un oiseau un peu étrange. Bref, c'est que des animaux, des créatures. Et toutes ces créatures mythiques sont anthropomorphiques, donc se comportent comme des êtres humains. Et ça se passe dans une grande compagnie japonaise. Ce sont tous des salarymen, tout ce qu'il y a de plus banal. Et notre héros est le chef de son département, on va dire.
Sauf que la nuit, quand il a fini sa job officielle, il a une deuxième job cachée où il se transforme en hôtesse dans un bar, en fait, dans un bar gay. Et donc, il cache complètement cette deuxième vie à ses collègues de travail, jusqu'au jour où l'un de ses gros clients, qui vient de rencontrer pour une réunion de travail dans la journée, arrive comme client du bar où il travaille. Et où donc il va se faire griller en fait tout simplement, et ça va être le début d'une relation. C'est complètement hilarant, complètement déjanté, complètement insolite, et c'est vraiment une pure réussite. Donc c'est Le patron est une copine. On va rester dans le déjanté. Avec un titre très spécifique qui s'appelle Samurai Comeback. Alors c'est chez Akata aux éditions WTF What the Fuck, et Samurai Comeback en fait c'est tous les en fait, c'est les 4 principaux samouraïs qui ont conduit du Shinsengumi, qui sont réincarnés dans notre époque. Donc évidemment des samouraïs de l'époque médiévale qui étaient au service de l'empereur pour le protéger quand il y a eu une révolution. Puis en plein milieu de cette révolution, ils se font comme juste transportés dans le Kyoto d'aujourd'hui, au moment où il y a un grand festival en ville, fait que toute la foule est dehors, puis ça bouge beaucoup, et au même moment aussi où il y a une tentative d'attentat dans un studio d'une grande chaîne de télévision. Alors, nos 4 personnages arrivent dans le Kyoto moderne, sont complètement déphasés, puis font bien rire tout le monde, mais ils sont quand même armés de katanas très aiguisés et très dangereux. Et puis finalement vont, après plusieurs péripéties, se retrouver à essayer de sauver le monde de cet attentat qui menace toute la foule rassemblée dans Kyoto. Jusqu'à ce qu'ils tombent sur une espèce de gang de rue qui vont échanger leur personnalité. Bref, c'est juste du what the fuck complet. Exact, Michel, c'est exactement ça, tu m'ôtes les mots de la bouche. Honnêtement, je me suis vraiment marrée. Ça pourrait être complètement déjanté comme ça, mais c'est vraiment bien fait. Puis en plus, ce qui est cool, c'est qu'on apprend plein de trucs sur l'histoire du Japon, parce que toute cette époque avec le Shinsengumi, avec cette révolte contre le pouvoir en place à l'époque, c'est comme un épisode très important de la vie des Japonais. De l'histoire du Japon, et donc c'est super intéressant de découvrir tout ça. Fait que c'est Samurai Comeback. Et puisqu'on parle de gang de rue, ça va faire ma transition vers le prochain livre, qui est également une comédie, ça s'appelle Nyan Kids. J'ai juste été complètement morte de rire pendant tout le livre. Nyan Kids, en fait, c'est l'histoire de gangs de rue pas ordinaires, puisque en fait, c'est l'histoire de gangs de chats de gouttière, des vrais chats de gouttière, qui vivent un peu de ce qu'ils trouvent, qui crousent toutes les belles demoiselles, les belles femelles qui croisent, qui se battent évidemment pour leur territoire. Et le truc, c'est que ces chats de gouttière vont être comparés à des gangs de rue, mais humains. Donc, de temps en temps, on va les voir version chat, puis de temps en temps, on va les voir version humain. Avec ça switch de l'un à l'autre. Voilà, donc là, on a notre Ryusei, qui est notre héros, qu'on voit ici, c'est lui. Et puis, dans sa version humaine, il est juste ici. Ce qui fait que c'est ça, il trouve de quoi manger, c'est un oiseau, mais c'est l'humain qui se jette sur l'oiseau, puis finalement il revient en chat. Et donc c'est juste ça en fait, c'est juste des gags de gangs de rue ou de yakuza ou de motards, mais qui sont en fait des chats, avec toutes les situations dans lesquelles les chats pourraient se mettre, comme se mordre une oreille, comme se cacher dans une boîte en pensant que plus personne va vous voir alors que vous avez la queue qui dépasse. Donc c'est juste complètement loufoque. Voilà, ça c'est l'épisode de la boîte qui m'a fait mourir de rire. Mathieu, tu dis quelle belle vie de chat. Oui, effectivement. Pas tout à fait relax, hein, je te dirais. Ils sont... c'est la jungle, c'est la guerre, vraiment. Fait que, complètement à mourir de rire, dans le style Furio, donc un peu Yakuza, gang de rue ou GTO.
ce style-là, mais avec des chats. Donc ça s'appelle Nyankees. Sans aucune transition, je vais passer sur un seinen, alors là complètement différent pour le coup, ça s'appelle Les Temps Retrouvés. J'ai vraiment adoré, c'est en 2 volumes, c'est un grand format aux éditions, ça s'appelle Latitude je crois, Latitude, ouais, la collection de chez Kiun, qui regroupe tout ce qu'ils considèrent plus comme des romans graphiques, mais qui sont purement du manga, pareil. Les Temps Retrouvés, en fait, ça parle d'une histoire d'amour sur le tard, c'est deux personnes âgées qui sont dans une sorte de CHSLD mais au Japon, qui sont en bonne forme en fait, mais c'est comme des appartements où ils ont droit à des soins, etc. Puis ils peuvent socialiser. Et puis en fait, cet homme et cette femme sont tous les deux veufs et vont se rencontrer et tomber amoureux à nouveau. Donc c'est vraiment le coup de foudre, mais vu avec des personnes de 80 ans, quoi. Fait que c'est vraiment, vraiment adorable. C'est tout en couleur. Ça parle aussi de problématiques de vieillesse de la société japonaise, qui est un sujet qu'on voit pas forcément très souvent dans les mangas. Fait qu'il y a tout ce côté très beau et très poétique et très tranquille de cette histoire d'amour qui renaît, qui naît mais sur le tard, et puis tout cet aspect plus sociétal qui est super intéressant. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Ça s'appelle Les Temps Retrouvés. On va rester sur la tranche de vie, mais alors complètement différent. Ça, je suis à peu près sûre qu'aucun d'entre vous n'en ont entendu parler. C'est une BD française, mais disons, à influence chinoise. Ça s'appelle The Golden Path, ma vie de cascadeuse. Et en fait, c'est une biographie imaginaire d'une actrice, en fait d'une jeune fille qui rêve de devenir actrice, puis qui va devenir cette grande actrice qu'elle rêve de devenir. Mais sauf que cette actrice, c'est vraiment raconté comme si l'actrice, devenue vieille, donnait une interview à l'auteur, puis qu'ensuite il racontait sa vie à elle. Mais en fait, cette femme n'a jamais existé, c'est un personnage fictif. Alors on voit la jeune fille dans sa petite chambre d'étudiante qui rêve de devenir une actrice, qui va être figurante dans son premier film, puis qui va ensuite gravir tous les échelons jusqu'à devenir une star du cinéma de Hong Kong, avec des films en fait, elle va tourner dans des films de ce qui serait Jackie Chan si c'était la réalité. Alors ce qui est très cool, c'est que à chaque épisode de sa vie, il y a l'affiche du film dans lequel elle a tourné, qui est complètement fictive évidemment, mais qui est faite pour ressembler au film qui se faisait à l'époque, parce que ça commence dans les années, au tout début des années 80, puis ça finit à notre époque. Donc les affiches qui sont dessinées sont faites de manière à imiter l'époque à laquelle le bout de vie de cette fille-là se passe. Fait que c'est très cool. Si je vais vraiment à la fin, vous allez voir une affiche vraiment plus moderne. Fait au niveau des designs, c'est juste complètement grandiose. Et c'est addictif au possible. Cette fille a une vie, mais complètement... Voilà, ça c'est la plus récente. On voit que ça ressemble vraiment à une affiche de film récent. Cette fille a une vie qui est juste complètement folle. Ah, merci à mes helpers qui disent que la liste sera disponible. Oui, effectivement, parce que j'ai présenté vraiment beaucoup de trucs. Fait que je vais tout vous donner. Fait que ça s'appelle The Golden Path. C'est aux éditions 619 Label. Et puis, c'est très cool, mais complètement inconnu. Allez, je change, je reviens sur de la comédie. C'est une nouveauté, on l'a même pas encore présenté dans nos lives de nouveautés, on va le présenter ce jeudi, mais je vous le présente en primeur. Ça s'appelle Super Nintendo Bros. C'est une BD par 2 auteurs français sur le thème des jeux de Nintendo, les jeux qui ont bercé notre enfance, ceux de ma génération en tout cas. Donc je cite évidemment Pokémon, Mario, Zelda et un petit peu de références de Star Wars ou autre. On me demande si je connais un manga qui s'appelle Solo Leveling. Oui, je connais le titre mais jamais lu par contre. Je ne serais pas capable de t'en parler malheureusement, Lucas.
Alors Super Nintendo Bros, c'est complètement débile. En fait, c'est juste complètement stupide. Mais au début, je me disais, ouais, non, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Puis finalement, je commençais à sourire. Puis finalement, j'ai juste fini par me marrer vraiment beaucoup. Fait que ne vous attendez pas. C'est de l'humour complètement bête et méchant. Mais c'est tellement bourré de références qui nous font replonger dans juste toutes nos soirées de gaming que vraiment c'est comme complètement hilarant. Mais voilà, c'est pas de l'humour intelligent, hein, vraiment pas. Mais il en faut de temps en temps. On aime ça. J'étais en train de lire ça, puis j'étais en train de rigoler toute seule dans mon lit parce que je lisais ça avant de dormir. Fait que, voilà. C'est des gags complètement stupides. Ça s'appelle Super Nintendo Bros. Et ce sera un one-shot, j'espère, parce que 1 c'est bien, mais 2 ce serait trop. Allez, on va passer dans de l'horreur un petit peu. L'horreur avec Gannibal. Alors, pourquoi c'était un coup de cœur? Parce que c'est quand même assez classique, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de Halloween. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de manga vraiment d'horreur pure qui font comme si vous étiez en train de regarder un film d'horreur. Là, pour ceux qui auraient aimé par exemple Freak Island, c'est vraiment dans le même genre. Donc Gannibal, ça se passe, c'est bien dessiné. Puis il y a une ambiance très bien rendue en fait. C'est assez passé inaperçu, je dirais. C'est pour ça que je voulais le présenter aujourd'hui. C'est l'histoire d'un policier qui est muté dans un tout petit village qui vit en autarcie au fin fond des montagnes japonaises. Et leur dernier policier a disparu dans d'étranges circonstances et donc ils ont besoin d'un policier. Alors, voici le genre d'image pas mal effrayante qu'on va pouvoir retrouver. Donc notre jeune policier arrive en faction avec sa femme et sa fille dans sa maison de fonction et puis il a entendu dire, il y a une rumeur qui dit que les habitants du village sont cannibales, mais il est comme, bah voyons donc, les cannibales ça n'existe plus à notre époque. Notre policier va essayer de faire ce qu'il faut pour exercer au mieux ses fonctions dans un petit village, donc c'est-à-dire de lier des liens, de nouer des liens avec les habitants, quand même apprécier pour faire régner l'ordre, mais quand même en étant pas trop rigide ou quoi que ce soit. Et bref, il essaye de se faire des amis, et va se voir qu'il est pas du tout bien accueilli, mais alors pas du tout. Qu'il y a une famille en particulier qui vit encore plus en autarcie. En gros, la famille autarcie du village qui lui-même est en autarcie du reste du monde, fait que pour dire qu'ils sont vraiment vraiment loin. Cette famille-là a beaucoup de choses à cacher et ne veut absolument pas voir ce policier arriver dans leurs pattes. Ils tiennent à se rendre la justice eux-mêmes. Et donc notre policier va se rendre compte que ces rumeurs de cannibalisme ne seraient peut-être pas tout à fait fausses. Donc voilà, assez classique, mais je tenais à le présenter parce que c'est un bon manga d'horreur, puis c'est passé assez inaperçu. Je continue avec une série qui nous a beaucoup marqué ici quand c'est sorti. Ça s'appelle Second Summer, Never See You Again. C'est une série en 2 volumes qui est terminée. Les 2 volumes sont sortis en même temps. Vous avez également un coffret qui regroupe ces 2 volumes. Et alors là, je vais faire descendre un petit peu l'ambiance parce que c'est une série qui est extrêmement triste et poignante et émouvante. En fait, on suit un jeune garçon qui a un band de rock dans son école. Et la chanteuse de son band, il est complètement amoureux d'elle, il ne lui a jamais avoué. Sauf que il va comprendre au tout début du livre, elle va avoir comme un problème de santé, elle va se retrouver à l'hôpital. Et une fois arrivée à l'hôpital, il va aller la voir et elle va lui dire, en fait j'en ai plus pour longtemps, j'ai une maladie grave, je te l'ai jamais avoué, mais je vais mourir. Et puis comme de fait, le lendemain, elle va mourir. Juste avant qu'elle meure, il avait pris la décision de lui dire qu'il l'aimait, en pensant que
peut-être ça allait, je sais pas moi, lui donner le goût de vivre, la sauver ou quoi que ce soit. Sauf que elle est comme entrée vraiment en colère en disant, ben là, pourquoi tu m'as avoué ça alors que je vais bientôt mourir, c'est vraiment pas correct. Et qu'ils sont partis fâchés. Elle est décédée le lendemain. Et donc, il est profondément triste. Et en fait, il va être transporté dans le passé, le jour de leur première rencontre. Et il va se dire que peut-être c'est arrivé pour qu'il puisse changer les choses et pour qu'elle puisse, même si elle doit... Malheureusement, on ne pourra pas la guérir de cette maladie qui est incurable, mais au moins qu'elle meure en étant heureuse. Donc il veut refaire toute leur histoire et la rendre heureuse. C'est vraiment poignant, j'étais quand même au bord des larmes pendant plusieurs fois dans le manga. C'est un super beau manga, c'est un shonen romantique, mais un petit peu à la Your Name si vous voulez, vraiment dans ce style-là. Donc ça s'appelle Second Summer, Never See You Again. Et puisque l'heure tourne, on va terminer avec un dernier manga qui est un petit peu plus ancien mais qui fait partie de mes personal favorites, qui s'appelle À nos amours. Alors très très peu connu. C'est écrit par un auteur qui s'appelle Jean-Paul Nishi. C'est un japonais qui est marié à une française, qui a pris un prénom français parce qu'il est allé vivre en France avec elle. Elle est allée vivre au Japon avec lui également. Ils ont vraiment vécu dans les deux pays, leurs enfants également. Et en fait, il raconte sa vie d'immigré japonais en France. Et en fait, en France, mais en pays occidental de toute manière. Toutes ces traditions françaises qu'il ne comprend absolument pas en tant que japonais, puis qu'il ne sera jamais capable de comprendre. Toutes les incompréhensions qu'il y a eu avec sa femme, parce qu'ils ne viennent pas d'une même culture. Et puis, il l'adore, là, ils sont très très amoureux. Mais des fois, c'est vraiment difficile. Également toutes les incompréhensions avec son fils qui est des deux cultures, toute la difficulté d'élever son fils avec une maman qui n'a pas forcément les mêmes références en matière d'éducation. Fait que c'est une comédie épisodique qui est complètement hilarante parce qu'on se rend compte de en fait la manière dont les Japonais perçoivent les Occidentaux sur certains points. Fait que c'est très très cool. Ça s'appelle À nos amours. Et puis allez, je vous avais dit que c'était le dernier, je vais vous en présenter un petit dernier quand même, on va pas se quitter là-dessus. Et je vous quitterai sur une série qui était pas mal attendue, qui est un manhwa chinois qui s'appelle Don't Call Me Magical Girl. Alors c'est une série en 3 volumes, j'ai les 3 ici. C'est dans la série des Magical Girls déjantées et complètement décalées. Celui-ci, c'est le petit dernier. C'est un manhwa, mais c'est vraiment dessiné comme un manga japonais. On ne fait pas la différence. Et puis, en fait, c'est l'histoire d'une Magical Girl et d'autres Magical Girls, mais plus principalement une qui rêve en fait de devenir une jeune fille normale. Elle, ses pouvoirs de Magical Girl, elle en veut pas. Tout ce qu'elle voudrait, c'est aller à l'école, se faire des amis, avoir un chum, et puis that's it. Elle va rechercher en fait à se séparer de tout ça. Il y a une super belle double page que je vais vous montrer ici, qui est très très rétro, qui fait penser à du card captor carrément. En parallèle de ça, souvent elles vont évidemment avec ses amis Magical Girl, elles vont se battre contre les démons qui veulent envahir la Terre. Et le problème c'est qu'elles se battent un peu trop fort puis qu'elles détruisent tout sur leur passage. Alors notamment notre Sakura Magical Girl a un petit familier qu'on voit ici qui a l'air d'être une crevette, mais qui une fois qu'elle se transforme et qu'elle utilise ses pouvoirs se transforme plutôt en baleine. Alors j'ai pas trop compris si c'était une baleine ou une crevette, mais toujours est-il que cette baleine fait beaucoup de dégâts. Fait qu'un jour les habitants de la ville vont s'énerver puis vont leur demander de réparer les dégâts. Donc un Magical Girl, pas comme les autres clairement, ça s'appelle Don't Call Me Magical Girl et on a 3 volumes de sortie. Fait que c'est ça qui va conclure notre live de ce soir sur nos coups de cœur insolites. J'espère que vous avez aimé ça. Je vais vous donner toute la liste parce que j'ai parlé beaucoup, puis j'ai présenté beaucoup de titres. Fait que je vous mets toute cette liste dans un petit lien. Vous pourrez retrouver tout ça avec nos résumés. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Puis on se retrouve jeudi pour les nouveautés de la semaine. Salut!